Salut, c'est Lia et Sandrine du podcast Femmes en Affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Aujourd'hui, on célèbre le 10e épisode et ça fait bientôt 1 an que l'idée elle a germé dans nos têtes. Donc merci beaucoup d'être avec nous dans cette aventure et d'être à l'écoute. Ce mois-ci, on a rencontré Caroline Ménard, la présidente et associée de chez Brio Conseil. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le milieu, une firme de consultation, dans le fond, ça aide les entreprises de divers domaines à travers des changements ou problématiques auxquels ils peuvent faire face. Par exemple, ça peut être lors de transformations numériques, de fusions et acquisitions, ou encore quand il y a la venue d'une nouvelle équipe de dirigeants. Brio se démarque des KPMG et Deloitte de ce monde par leur approche personnalisée et humaine. Avec plus de 75 conseillers expérimentés, Brio, c'est la plus importante concentration de talents en stratégie, transformation et leadership au pays. Madame Ménard a été lauréate du prix Femmes d'affaires du Québec dans la catégorie Entrepreneur Grande Entreprise et des prix Transfert d'entreprise et Leadership au Mercuriade en 2018. En plus, après sa nomination à la tête de Brio Conseil, le cabinet il a connu une augmentation de plus de 30% de son chiffre d'affaires. Elle s'implique aussi beaucoup auprès de la communauté en siégeant sur les conseils d'administration de la Fondation de la Jeune Chambre de commerce de Montréal ainsi que sur celui de l'organisme Logique. En plus de tout ça, elle est bénévole pour de nombreux organismes comme par exemple la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. On vous laisse donc sur cette belle conversation et on vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation et on va commencer par un peu parler de votre parcours. Et on a vu que vous avez fait d'abord un bac en psycho à l'Université de Montréal et qu'après vous êtes parti à la MSC en management à HEC. Qu'est-ce qui a motivé un peu votre changement de carrière? Pourquoi HEC Montréal après la psycho? Je suis allée en psycho avec un choix de cœur. J'étais convaincue que je voulais devenir psychologue, que je voulais être dans une relation de counseling, une relation d'aide. Et j'ai été vraiment déçue de la nature de mes études en psycho. Je trouvais que c'était un milieu qui était compétitif, qui était très contingenté. Je pense qu'il l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'ai réalisé, dans le fond, que la relation d'aide, oui, c'était pour moi, mais peut-être pas dans le one-on-one et peut-être davantage dans le collectif. Alors, entre-temps, j'avais découvert aussi l'entreprise. Moi, je viens pas d'un milieu où j'ai des parents entrepreneurs ou en business. Mon père est un professionnel, un notaire. Alors, j'avais pas appris, je savais pas c'est quoi vraiment étudier en business. Alors, HEC, pour moi, c'est avéré une belle option. J'ai commencé en ressources humaines et je trouvais qu'on m'apprenait un peu trop des trucs carrés. J'avais envie d'apprendre à réfléchir par moi-même. Alors, je suis allée à la MSC en management et là, j'ai vraiment trouvé mon plaisir. Par contre, je me disais, qu'est-ce que je vais devenir avec ça? La question que tu te poses. Oui, voilà, je me la posais. Alors, je me suis impliquée rapidement au CETO, au Centre d'études en transformation des organisations, avec le professeur Alain Rondeau, qui aujourd'hui est retraité, mais dont je suis toujours une grande fan. Et donc, j'ai vraiment combiné rapidement conseil et études. Puis est-ce que vous voyez justement des liens quand même avec la psycho puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'est un peu aussi une relation d'aide. Puis souvent, on voit qu'il y a comme différents types de consultations. Puis il y en a un que c'est vraiment une relation d'aide. Puis c'est pas comme on vous dit quoi faire, c'est on vous écoute puis on vous suggère. C'est très différent. Puis en même temps, c'est très près. Pendant des années, j'aurais dit non. J'aurais vraiment répondu très catégoriquement à cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, mon intérêt, je pense que ce qui m'a amené en psycho, c'est mon grand intérêt pour l'être humain. Sa complexité, sa fragilité, comprendre ce qui se passe en dessous du capot, hein, pas juste qu'est-ce qu'on voit. On dit souvent que coaching is the new consulting. Donc, quand on veut amener des changements culturels, qu'on veut toucher le comportemental, si on veut amener une vraie transformation, d'abord, nous, il faut développer une relation de confiance avec nos clients. Donc, tout ça, je pense, aujourd'hui, sont des clés dans mon travail en conseil. Tantôt, ça m'a un peu attiré. Vous avez dit que vous n'aimiez pas trop le milieu compétitif, mais on sait que le consulting, c'est très, très compétitif aussi pour rentrer dans les firmes, tout le processus d'embauche. Ouais. Puis même quand on est embauché aussi, trouver des clients, il y a plusieurs grosses firmes à Montréal. Fait que c'est quoi votre relation avec ça aujourd'hui?
C'est drôle, j'ai jamais fait, c'est une bonne question, j'ai jamais fait ce lien-là. J'ai un parcours peut-être un peu atypique en conseil. Après ma maîtrise, moi j'avais fait mon mémoire, ça remonte, là, on est quand même dans les années 2000 quand j'ai terminé. Puis j'avais fait mon mémoire on était dans les implantations, les premières implantations ERP, les SAP de ce monde, les Oracle, puis j'avais étudié le modèle d'Alain Rondeau, tu sais, ces phases de changement, puis j'avais mis des activités en dessous. Il y avait pas, tu sais, il y avait les phases, mais tu sais, ce qui permettait de passer d'une phase à une autre, ça avait été c'était encore très peu documenté. Donc, j'avais étudié 2 implantations, puis on avait travaillé les activités qui se déroulent en dessous. Donc, rapidement, quand j'ai terminé, j'ai été embauchée par CGI. J'ai rencontré la fondatrice de Brio dans une fusion chez CGI, puis je l'ai suivie. Ça fait 15 ans aujourd'hui que je suis chez Brio. Et nous n'avons pas cette culture de compétition. En fait, on vise justement un milieu de conseil qui favorise la collaboration, le travail d'équipe, partage autant entre nous qu'avec les clients. Donc, je vous dirais que mon lien, je suis une compétitive. Je pense pas que je ferais ce métier-là si je voulais pas être une gagnante, mais je ressens pas, tu sais, ce petit stress intérieur-là qu'on peut, tu sais, je pense que vous mentionnez, là. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. C'est sûr qu'il y a des firmes qui valorisent la performance d'abord, puis, tu sais, ensuite les relations. Nous, on a fait le pari contraire. C'est un choix, puis ça crée un milieu différent. Mais ça n'empêche pas d'être dans la performance, mais on a un rapport à la performance un peu différent. Mais je pense que c'est intéressant, justement, de voir que les firmes conseils, c'est pas juste l'image que les étudiants ont aussi. Il y a d'autres firmes conseils qui font les choses différemment. Fait. C'est quoi l'image que les étudiants ont? Non! L'image, c'est vraiment ça, là. C'est que c'est vraiment difficile de rentrer, puis c'est vraiment stressant. Puis même quand tu arrives dans les firmes, c'est comme, mettons, pour avoir des bonnies. Puis moi, j'ai entendu des histoires assez intenses. Là. Comme la course au stage en consultation, tout le monde se bat pour faire des cas, tout le monde... Mais non, on n'a pas cette approche-là. Faut dire qu'on fait très peu de stages chez Brio parce que, tu sais, on est sur quand même des grands projets de transformation, puis on aime bien amener les gens rapidement en mandat. Donc, on commence à avoir un peu ce niveau d'analyste-là, parce qu'on sent que ça peut être utile, mais on fait très peu de stages à cause de notre taille. Fait qu'est-ce que, justement, vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à Brio? Là, tantôt, vous avez dit comment vous avez rencontré la fondatrice. Dans le fond, pourquoi vous avez choisi de venir ici au lieu de, justement, d'autres firmes de consultation? Ben en fait, comme je vous disais, j'ai commencé ma carrière chez CGI. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. J'ai aimé cette expérience-là parce que j'ai eu la chance de contribuer à la mise en place d'une pratique de conseil en gestion. Alors, je pense que je suis peut-être un profil particulier en conseil parce que rapidement, j'ai eu l'opportunité d'être aussi dans le positionnement dans le développement d'une offre de service puis dans son positionnement parce que CGI est quand même... Puis, tu sais, on parle d'il y a 20 ans, là, alors, tu sais, apprendre dans son contexte de l'époque. Mais CGI était pas nécessairement positionné sur le conseil en gestion, donc il fallait travailler avec les développeurs d'affaires à faire connaître ces services-là, comment on les positionne, quels outils on va utiliser, quelle approche. Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience de commercialisation puis de développement d'une offre, quasiment démarrer une entreprise dans une entreprise avec les grands moyens, mais c'était vraiment super formateur puis vraiment emballant comme expérience. Et quand la fondatrice de Brio, qu'à l'époque, c'est une drôle d'histoire parce qu'on était des concurrentes chez un client commun, et moi, j'avais entendu parler d'elle, je savais qu'elle était bonne, alors... moi, du haut de mes, je sais pas, là, 26, 25 ans, je voulais la rencontrer. Donc, elle répondait pas à mes appels. Elle aime ça, raconter cette histoire-là. Puis un jour, la firme CGI a acheté la firme pour laquelle elle travaillait. Donc, on est devenus... Mais un peu avant, finalement, on s'est croisés au café, tout ça, on a parlé, puis on s'est mis à collaborer parce que nos clients avaient des approches différentes. C'était une grande entreprise, puis il y avait des approches différentes. On était dans de la mise en œuvre, avait des approches, puis on s'était dit « Ah mon Dieu, c'est pas les aider, tu sais. » Donc, on devrait
harmoniser comment on travaille, puis on s'était mis à collaborer. Et fort heureusement, parce qu'après, on est devenus collègues. Et j'étais contente de pouvoir continuer avec elle. Puis l'intention stratégique à l'époque de cette acquisition-là n'était pas claire, puis tout le monde était un peu démotivé, autant à l'interne que cette firme qui avait été acquise. Donc, c'est là que Sylvie a eu l'idée de fonder Brio. Puis moi, fort de l'expérience que j'avais pu vivre, de mettre en place cette offre de service-là, je me disais, c'est formidable, tu sais, je vais revivre ça, une expérience plus entrepreneuriale. Je suis optimiste de nature, pas très peur du risque. Alors, j'ai été, je pense que je suis employée numéro 3 là, chez Brio. Donc, mais mon collègue de l'époque m'avait dit, mais quelle erreur fais-tu? Voyons donc, on s'en va pas dans des firmes miniatures, on va dans des grands cabinets, il faut pas s'en aller là, tu vas ruiner ta carrière. Non, c'était vraiment, la mise en garde était immense. Puis, je l'ai pas écouté. Je suis bien contente de ne pas l'avoir fait, mais plusieurs personnes, ma mentor de l'époque aussi, qui est une personnalité bien connue, m'avait dit, mais là, c'est défaire, c'est briser un talent, pourquoi tu t'en vas pas dans la grande entreprise? Donc, je comprends pas pourquoi c'est tout le temps comme ça, parce que même si tu aimes ça, être dans partir quelque chose, je vois pas c'est quoi le problème. Tout le monde dit ça tout le temps, je comprends pas. Puis après, on se targue, on veut valoriser l'entrepreneuriat, etc. Puis il y a des grands discours. Mais moi, vraiment, là, les gens de confiance autour de moi m'ont tous découragée de suivre une entrepreneur dans un projet, qui était à miniature, là, qui démarrait. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas tant de firmes de consultation autres que les gros qui se démarquent, là. Je pense que les gens ont peur de se lancer dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a eu, il y a plusieurs années, dans notre marché, une certaine consolidation. Des firmes de mid-size, dont beaucoup, on pense à Sécor, qui a été racheté par KPMG. Il y avait Robichaud Conseil, qui a été racheté par PwC. Donc, il y en avait quand même des mid-size. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, quoique, avec les années, ça a grandi. On verra ce qui se profile dans les prochaines années dans le marché. Mais non, c'est une position... nous, on est assez contents de notre positionnement aujourd'hui comme un mid-size indépendant parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui font du conseil en gestion sans être affiliés à un cabinet conseil ou être très orienté technologie. Et on a vu que quand vous avez été nommée présidente, vous avez décidé un peu de repositionner, puis vous avez lancé la boutique management. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, de la genèse du projet, d'où vient cette idée? Dans le fond, j'aime à dire que l'histoire de Brio est un peu similaire à celle du saumon qui remonte la rivière. C'est mon analogie. Dans le fond, on est né d'une firme vraiment axée sur la mise en œuvre, plus ce qu'on appelle la gestion du changement. On arrivait vraiment dans des projets là, quand ils étaient... la vision était bien définie, puis on était davantage dans l'exécution. Puis, avec les années, moi, j'ai toujours fait des mandats un petit peu plus en amont que la mise en œuvre. Puis, avec les années, il y a eu ce souhait aussi d'être... On a accompagné beaucoup d'entreprises à mettre en place des équipes de développement organisationnel ou de gestion du changement. On a développé beaucoup de gestionnaires. Puis, on est très connecté avec l'Association of Change Management Professionals. Donc, on a vraiment une vue sur aussi qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc, on savait bien que si on n'élargissait pas notre offre, on allait perdre une position concurrentielle. Donc, avant d'être nommée présidente, j'ai commencé à travailler un nouvel associé qui s'est joint à nous, qui était davantage sur la stratégie. On a commencé à faire des mandats ensemble, donc des mandats de stratégie, des mandats de design organisationnel, des mandats de fusion. Donc, il y a 3 ans, c'est comme ça qu'on a fait notre positionnement. Ça faisait déjà 5-6 ans là, qu'on avait commencé à faire des mandats beaucoup plus largement. Et l'idée de la boutique, c'est l'idée de quand même une firme qui est professionnelle, qui a une vaste expertise, mais qui reste à échelle humaine. Pour nous, la notion d'échelle humaine est très importante. Et la notion de co-construction, donc travailler en proximité avec nos clients versus arriver comme l'expert qui connaît ce qu'il faut et qui sort son document, son rapport et voici la voie à suivre. Donc, cet ADN de mise en œuvre-là est
très utile aujourd'hui en stratégie parce que quand on fait une démarche, par exemple, de planification stratégique, bien, on va toujours penser à comment ça va s'opérationnaliser dans la suite, puis on peut même aider aussi dans la suite. Donc, je pense que c'est gagnant, mais c'est vraiment dans un esprit de co-construction, très près des clients, puis de partage, puis de petite équipe. Fait qu'est-ce que vous diriez que, dans le fond, vos mandats avec vos clients sont quand même très longs, vu qu'ils commencent dès l'élaboration un peu de la stratégie, de la vision, jusqu'à la mise en œuvre? Oui, on est généralement, tu sais, on a des clients qui sont nos clients depuis les tout débuts de Brio. Hein? Alors ça, on a des relations à long terme. Ça, déjà, c'est bon signe. Et, comme on est dans la transformation, tu sais, la complexité de nos mandats chez des clients évolue parce que, tu sais, souvent, on a une valeur qui est la générosité. Donc, pour nous, de partager nos outils, nos connaissances, de développer les gens à l'interne, de travailler avec les équipes internes, ça fait partie de comment on intervient. Mais il y a toujours des nouveaux projets qui s'ajoutent, donc souvent on est là sur du long terme. Puis aujourd'hui, on travaille de la stratégie à la mise en œuvre, mais on a tout le volet que je vous disais sur le développement des gestionnaires, des exécutifs, des équipes de direction. Donc, c'est la venue d'un nouveau dirigeant peut amener tout un besoin à cet égard-là, une évolution culturelle souhaitée, on souhaite plus d'agilité, on souhaite être davantage collaboratif. Hein. Moi, je dis tout le temps qu'une organisation va aller aussi loin que ses leaders sont capables de se remettre en question. Donc, il n'y a pas de changement réel si on ne travaille pas le comportemental des leaders. Alors, c'est tout un volet qu'on a aussi maintenant dans notre offre. Ouais. Je pense que vous travaillez aussi beaucoup avec comme des coachs qui sont là avec... Oui. Moi, je n'avais jamais comme vraiment vu ça dans les firmes de consultation. Oui, puis c'est vraiment, ça donne des super résultats. Hein. On fait des binômes, mettons une planif stratégique, stratège et coach. Puis en même temps qu'on fait la planif, bien, on développe l'équipe de direction, tu sais, la consolidation, apprendre à se connaître différemment. Donc, c'est très puissant. Puis après, bien, l'exécution s'en trouve facilitée. Puis ça a été tout un défi d'amener ces gens-là à travailler ensemble parce qu'ils ne sont pas câblés pareil. Ouais. Donc ça a été vraiment un gros défi des dernières années. Puis ça prenait des coachs particuliers avec une ouverture, parce que des fois, des coachs, ça peut voir le monde dans un certain sens, puis si on n'est pas dans ces paramètres-là, ça ne convient pas. Puis ça prenait des consultants ouverts à le tester, mais quand on a pu voir ce que ça amenait comme valeur aux clients, bien, on y arrive bien. Comme humain, comme consultant, ça nous a amené plus loin, puis comme firme, on a beaucoup plus d'impact. Mm-hmm. Ouais. C'est drôle, on retrouve vraiment l'aspect psychologie, je trouve. Ouais, ah oui, à chaque l'humain derrière. Pas si loin. Mais au final, c'est une force parce que grâce à ça, ça comme appuie un peu votre travail. Oui, puis je pense que, dans le fond, on a développé un programme de développement du leadership axé sur le leadership transformationnel. Hein. On pense que c'est vraiment une valeur importante, qui est un atout qui doit être présent dans les entreprises aujourd'hui. Mais pour le tester, on se l'est testé à nous-mêmes avant. Ah. Et ça nous a transformés parce que ça nous a accéléré. On l'a vécu, la transformation humaine. On était bon à gérer des transformations organisationnelles. On pensait qu'on savait c'était quoi de la transformation humaine, mais quand tu le vis, et moi je l'ai vécu comme dirigeante, ça change vraiment la perspective, hein, parce qu'il y a des bouts difficiles et il y a des constats difficiles. Donc ça nous a amené à faire un cheminement différent. Puis ça, ben là, de se l'appliquer à soi, ça peut être exigeant et confrontant. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que, ben, vous dites, on voit de la psychologie, mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai beaucoup moins... d'ego, tu sais, à vouloir... Je me rappelle qu'au début de ma carrière, je voulais donc montrer que j'étais bonne, tu sais. J'ai moins ça aujourd'hui. J'ai plus envie d'être entourée de gens bons, puis qu'on s'entraide, puis qu'on a chacun des forces puis des parts d'ombre, puis il faut travailler, qu'il faut travailler avec ça. J'ai l'impression que de l'extérieur, on oublie que la gestion, c'est aussi beaucoup de l'humain. On dit souvent que les gestionnaires, ils font que parler parce que c'est de la gestion d'humain avant tout. Fait que je trouve que c'est vraiment vrai, même dans les firmes de consultation, il ne faut pas oublier cet aspect humain-là.
Au contraire, on devrait, en fait, moi, ce que je réalise, c'est qu'on devrait être des modèles. On devrait pas être des cordonniers mal chaussés. Puis tu sais, dans le fond, ce qu'on discutait en début, c'est que je pense que beaucoup les firmes de consultation sont peut-être pas des fois des modèles, tu sais. Puis je prétends pas qu'ici, c'est la maison des Calinours, là, on a des défis, tu sais, on est... Mais en tout cas, je pense qu'on essaie vraiment de soigner la relation puis les humains qui en font partie. On se demandait aussi, là, vous êtes devenue présidente, est-ce que vous faites encore des mandats? C'est quoi votre quotidien? Je pense qu'on peut pas être bon en conseil si on reste pas un peu dans les mandats. Moi, j'aime ça. Je peux moins rester longtemps puis aller profondément parce que, tu sais, j'ai un rôle de représentation, j'ai un rôle de gestion, j'ai un rôle de développement, mais j'aime vraiment faire des mandats, puis je souhaite continuer à en faire. Alors oui, ça, je continue. Puis l'autre partie de votre travail, est-ce que c'est plus comme du développement d'affaires, aller chercher des clients? Oui. OK. Quoique, nous, notre approche, c'est beaucoup d'avoir des grands comptes. Tu sais, on a quelques clients, puis, tu sais, on travaille en profondeur chez ces clients-là. Tu sais, je dis souvent aux jeunes consultants qu'il y a une approche un peu romantique du conseil où on s'imagine que le matin, on va être un client télécom, puis l'après-midi dans une banque, puis le lendemain dans un... Bien, la business, c'est complexe. Fait que si on ne connaît pas une industrie, voire un client, voire un secteur, bien, on est difficilement pertinent. On voulait aussi parler un peu de la place des femmes dans la consultation parce qu'il y a comme quelques années, c'était plus un milieu d'hommes. Puis là, maintenant, c'est quand même paritaire. On a vu que dans les top 10 des firmes aux États-Unis, il y avait comme 40% des femmes qui étaient consultantes, puis quand même 25% dans les exécutifs. Et qu'on se demandait si vous trouvez que aussi au Québec, ça a bien évolué. Je pense que oui, ça a bien évolué. Je pense que de façon générale, tu sais, les femmes sont performantes à l'école, donc ils gagnent les concours, puis, tu sais, donc le placement s'en trouve, tu sais, les postes sont là. Chez Brio, on est 60% de femmes, 40% d'hommes, donc déjà, on est dans un inversement. On me demandait, c'est parce que, tu sais, il y a une dirigeante femme. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment des talents, tu sais. Je voudrais voir peut-être les chiffres à la MSC, mais tu sais, on a beaucoup de MSC dans nos troupes. Ce qui est le défi, toujours, c'est le défi des horaires de travail, mais tu sais, c'est le défi de toutes sortes de milieux. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en consultation, on travaille fort, mais il y a une flexibilité. Une personne qui te cherche à 10 heures, si tu n'as pas une rencontre, tu sais, tu peux travailler un peu, tu peux travailler le soir, tu peux travailler tôt le matin, tu peux... donc, il y a quand même une flexibilité. Donc, moi, je pense que pour les femmes, ça peut être bien. Je pense que le défi, c'est celui-là. C'est le défi de la conciliation puis de la fameuse performance, de la conciliation travail-famille, puis... Mais moi, je pense que c'est un terme aujourd'hui où, tu sais, il faut que tout soit dans tout, puis je pense que c'est de la flexibilité que ça prend le plus. C'est ça le plus important. Puis plus les milieux offrent la flexibilité, bien... Plus les femmes peuvent, justement... Ils n'ont pas peur d'appliquer, justement, pour être dans les exécutifs. Je pense que c'est ça la clé, là. Si on sait... Ben moi, j'ai l'impression que si on sait qu'on va pouvoir jumeler les deux, ben là, c'est sûr qu'on va avoir plus tendance à appliquer. Puis la représentativité aussi. On en voit de plus en plus des femmes, justement des femmes présidentes de firmes de consultation. Avant, on ne voyait pas vraiment ça, alors que maintenant, elles sont plus mises de l'avant. D'ailleurs, on a vu une entrevue de vous qui disiez qu'une des difficultés que vous avez eues en devenant présidente, ça a été de concilier votre vie travail-famille parce que vous attendiez un enfant à ce moment-là. Comment vous en êtes sortie? Est-ce que Brio vous a aidé? Comment vous avez vécu cette situation? Je trouve que au Québec, de façon générale, on a des attentes. Tu sais, quand j'ai eu mon petit garçon, mon deuxième enfant, j'ai été aux États-Unis, en Europe. Puis, tu sais, c'est bien au Québec, on prend, tu sais, on offre 1 an de congé. Puis, mais je trouve que ça crée des stigmates aussi. Ça crée des attentes par rapport à qu'est-ce que doit faire une femme quand elle a des enfants. Puis moi, c'était pas un modèle qui me convenait de, tu sais, on m'offrait 1 an, là, puis j'aurais pas fait ça, moi. Comme vous auriez pris moins qu'1 an, dans le fond. Ouais.
Là, vous l'avez pris parce que... Non, je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris. J'ai pas pris beaucoup de temps de congé à mon deuxième enfant, puisque j'avais envie de... De toute façon, j'étais super emballée par cette expérience-là, puis, tu sais, j'avais envie d'en profiter. Puis, en fait, c'est plus de la flexibilité que je me suis offert que une absence complète du travail. Puis de l'aide. Moi, ce que je dis souvent aux collègues, c'est que faut pas se prendre pour des superwomans. Puis peut-être que, tu sais, c'est moins de voyages à la fin de l'année, mais tu sais, si le bonheur est là le mardi soir, parce que, tu sais, tu t'arraches pas là. Moi, je crois plus à ça. Je pense que pendant que les enfants sont petits, il faut de l'aide. Faut pas penser que c'est nécessaire d'être partout, puis tout le temps, puis il faut être là au bon moment. Donc, non, avec de l'aide, puis de flexibilité dans les heures de travail. J'ai pris un très petit congé. Mais je trouve ça intéressant parce que, justement, des fois, 1 an, après ça, tu reviens, puis t'es comme plus complètement stressé oui. parce que il s'en passe là, des choses en entreprise. Ben oui, puis en t'en 1 as an. autant de besoin de temps. Puis je fais vraiment attention quand je dis pas que c'est pas bien de prendre 1 an. Je dis juste qu'il faut voir d'autres modèles. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu ce mythe de la culpabilisation de la femme qui va au travail puis qui abandonne ses enfants pour aller travailler. Mais que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette pression sociale qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent 1 an parce que c'est peut-être mal vu de pas s'occuper de son enfant alors que travailler ne diminue pas notre présence. En tout cas, moi, j'ai senti ça. Tu sais, des femmes m'ont aidée en disant... ben, dis à tes enfants que t'aimes ça, ton travail, que tu les aimes eux, mais que, tu sais, t'es heureuse. C'est ça qu'ils vont retenir, les enfants, pas que t'étais pas là. Puis, tu sais, aujourd'hui, je les entends, mes 2 petits, me dire « Ah, toi, maman, t'aimes ton travail. Hein? » Ils l'ont vraiment enregistré, tu sais, que... Puis, ben, je leur souhaite de trouver un travail aussi qu'ils vont aimer puis qu'ils vont être heureux avec, tu sais. Donc, mon mari a pris du temps avec eux. Tu sais, on a trouvé d'autres types de modèles, finalement, là, qui nous convenaient à nous. Mais c'est même plus inspirant, je trouve, quand nos parents, ils adorent ce qu'ils font. Ça nous donne envie de choisir notre propre voie et pas juste se conformer. C'est ça, je pense que des fois, on est un peu rigide dans cette coupure-là, tu sais, que ça doit être tout l'un, tout l'autre. Oui, c'est vrai. Je pense que ça peut être des vases communicants. Puis vous, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile en tant que femme dirigeante? J'ai vu moins ça aujourd'hui. Plus jeune, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'était, tu sais, de prendre une place, d'assumer, tu sais, pleinement un rôle, une confiance, une présence. Parfois, des fois, aujourd'hui, ça peut être de l'accès, tu sais, les gars sont quand même assez solidaires, puis, tu sais, ils font des voyages ensemble, ils font des... tu sais, il y a plus de temps lié à la... étrangement, hein, mais dévoué à la relation. Entre collègues. Oui. Ouais. Ou entre milieux, tu sais, des gens d'affaires qui... et donc, ça amène de l'entraide. Quoique, franchement... je fais partie d'un réseau de dirigeants. Il y en a de l'entraide. Là, mais des fois, je trouve que c'est peut-être un peu plus naturel chez les hommes. Par contre, je ne vais pas dans le mythe, dans l'histoire de les femmes sont pas fines entre eux. Je vois pas ça. Au contraire, je vois beaucoup d'entraide puis de volonté de travailler ensemble. Je vois pas cette compétition-là. Martine Delvaux a écrit un livre sur ça, les Boys Club. Puis elle explique que justement, ça fait des années, en fait des siècles, que les hommes se retrouvent comme... et que nous, on n'a pas encore l'habitude de ça, mais il y a beaucoup de développement. Il y a des jeunes chambres maintenant qui poussent ça. Il y a même des jeunes chambres dédiées aux femmes. Je pense que ça va s'améliorer. Tout à fait. Oui, puis aux femmes ou pas aux femmes, tu sais, dans le sens que... Mais mix aussi, ça serait bien. Oui, tu sais, moi, je suis dans des réseaux, puis, tu sais, récemment, là, en étant à la maison, je me suis fait des nouveaux amis. C'est fascinant, quand même, là, tu sais. En ligne. Donc, tu sais, puis c'est un super réseau, tu sais, d'entraide. Donc, je pense pas que ça doit être juste entre femmes. Des fois, c'est vrai que je pense qu'on aurait intérêt à le faire davantage, mais
je crois à la mixité aussi. Ben, d'ailleurs, justement, on a vu que vous étiez sur plusieurs conseils d'administration de réseaux, de groupes, Logique, la Jeune Chambre du commerce de Montréal. Parce que justement, c'est pour développer votre réseau. Qu'est-ce qui vous amène à vous impliquer là-dedans? Ben, j'en ai fait plusieurs, puis avec les enfants, j'avais... Ça, c'est un choix que j'ai fait, là, j'ai recommencé il y a un an et demi à m'impliquer. Mon plus jeune a 5 ans et demi, là, alors... je m'en sors. Mais j'avais arrêté parce que je voulais me concentrer plus sur eux, puis sur mon job. Mais je pense que c'est très formateur, surtout plus jeune d'ailleurs. Je trouve que c'est... Après, on est plus dans le don, puis c'est important, il faut le faire. Je pense que moi, la vie a été très généreuse avec moi, puis je trouve que c'est redonné que de s'impliquer. Donc, définitivement, il faut le faire, puis... Mais plus jeune, en fait, c'est du réseautage, c'est de l'apprentissage de comment se comporter, c'est de voir des défis, c'est de comprendre les enjeux d'affaires, comment les gens réfléchissent. Donc, définitivement que c'est bien d'être sur des CA. C'est le défi d'être sélectionné. Comment on fait, mettons, parce que souvent on entend ça, les jeunes devraient être sur des CA, mais là, c'est quoi le processus? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Bien, des fondations, là, ils vont toujours vouloir avoir un jeune ou deux parce qu'il y a toujours des événements bénéfices à organiser, puis des éléments. Alors, si on monte, tu sais, là, deux personnes, là, achievers comme vous, là, tu sais, qui arrivez, puis que moi, j'ai envie de m'impliquer, puis voici les événements, tu sais, que j'ai faits, ou, tu sais, qu'est-ce que je peux contribuer, c'est sûr qu'on a toujours besoin, sur un CA, de monde qui vont avoir le temps de, tu sais, si vous n'allez pas... je pense que quand on est jeune, on n'a pas le réseau pour lever des grands fonds. C'est un défi que j'ai parce que je suis en conseil. Je donne pas des mandats, moi, j'en demande. J'ai pas, moi non plus, j'ai le même défi. Je peux pas en prendre beaucoup parce qu'à un moment donné, on s'attend aussi à une contribution financière. Souvent, quand vous avez de l'énergie puis du temps consacré, c'est ça qui est à faire valoir. Parce que le reste des gens, c'est des gens d'affaires, ils ont peu de temps, Fait que là, moi, il y a un bal organisé, il y a un événement bénéfice, moi, j'ai fait ça, je pourrais aider. Se faire former, tu sais, la Jeune Chambre a un programme pour former les jeunes administrateurs. Je pense que, tu sais, d'aller chercher des compétences en gouvernance, c'est des bons atouts aussi. Puis, tu sais, c'est boule de neige. Je commence en quelque part, petit... prends des responsabilités, t'impliques dans des comités. La clé, c'est de s'impliquer. Puis peut-être une fondation aussi qui concorde avec tes valeurs. Oui, c'est important pour toi, pour que tu sois motivé. La maladie mentale, les enfants, qu'est-ce qui pour que tu y mettes... Je pense que quand on arrive à faire une différence, on rayonne, puis ça rejaillit, puis ça nous amène ailleurs. Alors, je pense que ça serait ça l'approche. Je suis dans mon premier CA privé. Ça, c'est une toute autre expérience. C'est vraiment autre chose parce que là, il y a toute une responsabilité aussi financière qui est différente. C'est une belle expérience. Mais tu vois, c'est de fil en aiguille, là, tout ça que des gens te réfèrent. Alors, je pense qu'il faut être rapidement dans ces réseaux-là, puis commencer petit. Bien faire. Mais je pense que ça aide aussi comme un peu à lutter contre le syndrome de l'imposteur. Peut-être que si j'irais pas faire une expérience où j'ai pas beaucoup d'expérience dans quelque chose qui va me demander beaucoup, alors que c'est du bénévolat, de l'implication, je vais me sentir plus, je le fais, je donne mon temps, donc peut-être que c'est plus facile d'apprendre aussi. Tout à fait. Puis ça, le syndrome de l'imposteur, là, je dis à mes collègues qu'il faut apprendre à vivre avec, on l'a toute sa vie. Parce que si on reste pas dans sa zone de confort, on va toujours dans des, dans des zones qu'on maîtrise moins. Puis au début, on se sent toujours un peu inconfortable. La différence, c'est qu'avec les années, on accumule des outils dans notre sac à dos qu'on peut aller chercher pour nous aider à passer à travers, qu'on a moins au début. Mais ça faut s'habituer à vivre avec ça parce que ça passe. Ça disparaît pas du jour au lendemain, là. Tu sais, la peur, à un moment donné, faut apprendre à la regarder puis moi, je vais la contourner, là, va-t'en, là. Tu sais, moi, je vais pas. Faut que je le fasse, faut que j'essaie. Alors, je pense que c'est un peu la même chose avec cette peur ou ce syndrome d'imposteur-là. C'est comme dire, bon, il est là, je le vois, mais je l'écoute pas aujourd'hui, puis j'essaye. C'est vraiment un bon conseil, justement, pour une étudiante ou un étudiant qui voudrait se lancer en consultation
y aller puis essayer. Ouais, puis une chose en conseil, je pense que c'est pas grave si on reste pas en conseil. Je pense qu'une année de conseil, c'est tellement diversifié, c'est tellement challengeant que ça vaut probablement en termes de... Je sais pas, moi, à l'époque, mon mentor de l'époque me disait une année en conseil, ça vaut 3 en entreprise. Est-ce que c'est vrai? Je le sais pas, mais je sais que c'est challengeant et c'est généralement des profils qui sont très recherchés dans l'industrie. Alors, je pense que ça vaut la peine de tenter sa chance puis de voir, est-ce qu'on aime, on n'aime pas, mais ce sera jamais perdu comme expérience. Au contraire, ça a une très belle valeur professionnelle, humaine et au marché, là. Ben sinon, ça serait quoi, mettons, votre conseil pour un étudiant qui voudrait aller en conseil? Ben j'essaierais de m'impliquer, là, tu sais, vous parliez du centre de cas, puis des, tu sais... en tout cas, moi, ça m'avait vraiment aidé, le CETO, je pense qu'il n'est plus vraiment actif, mais... de m'impliquer dans des mandats de recherche-action, ça m'avait vraiment aidé à me donner une perspective, tu sais, sur c'est quoi cet univers-là. Parce que ça peut être surprenant positivement ou négativement. De l'expérimenter avant, ça peut être bien. C'est vrai, justement, à l'opposé, on peut avoir une image très brillante de ce que c'est, puis finalement... c'est pas fait pour nous. Ouais, mais non, parce que tu décides jamais, tu es en rôle d'influence, tu es dans l'ombre. Si tu as besoin d'exister, là, c'est pas la bonne place où être. Là. Ben justement, moi, j'avais plus l'impression que t'es quand même flamboyant parce que tu t'en viens aider moi, je pense un pas peu le qu'un sauveur. bon consultant doit être... c'est une approche qu'on voit. Je pense pas que ça doit être ça. Ce que tu dois, c'est pousser ton client. Tu sais, la réputation dans l'industrie, là, les consultants ont pas toujours bonne presse, parce qu'ils sont venus déranger, ils ont fait une restructuration, blablabla, blablabla. Mais c'est souvent l'attitude. Tu sais, les gens, ils retiennent pas ce qu'on dit, ils retiennent comment on les fait sentir. Puis justement, les consultants qui arrivent, je sais, ça laisse des marques. Alors, de s'effacer, c'est généralement... Après, il y a une job à faire, mais tu peux la faire en faisant sentir les gens grands et non petits. C'est les résultats qui vont parler pour toi au final. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir écouté l'épisode, puis on espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram @podcastfea et sur Facebook @podcastfemmes en affaires. Merci, à la prochaine!